Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, Charlu et Baptiste, deux jeunes vétérinaires, nous racontent comment ils se sont mis à parcourir le monde pour aider la faune en détresse avec leur association Machu Picchu et partagent tous leurs conseils. Bonne écoute! Merci Émilie de nous avoir invités sur ton Discord. Du coup, on est Baptiste et Charlotte, deux vétérinaires qui avons été diplômés il y a 2 ans. Et là, actuellement, on est en voyage en Amérique latine, en Amérique du Sud, pendant 1 an, où on fait des missions vétérinaires. Et à ce titre, on a créé notre association Machu Picchu qu'on va vous présenter juste après. Donc d'abord, on va chacun se présenter en vous expliquant un peu notre parcours, ce qu'on a fait comme études, comment on est arrivé à devenir vétérinaire, ce qu'on a fait par la suite et comment notre projet est né par la suite. Alors, bonjour tout le monde. Déjà, moi, c'est Charlu. Je suis originaire de Metz. Après le bac, j'ai fait 2 ans de prépa BCPST et ensuite j'ai intégré une école vétérinaire à Bucarest. J'étais diplômée en 2023. Après le diplôme, j'ai pratiqué en tant que vétérinaire généraliste au Sable d'Olonne pendant quelques mois. Puis, j'ai eu envie un peu de voyager. Donc, j'ai pris un ticket d'avion pour l'Australie sans retour où j'ai pu, travailler avec les chevaux et en parallèle, je travaille en tant que vétérinaire régulatrice d'urgence. Donc quand les cliniques vétérinaires sont fermées en France, et ben, ils tombent sur nous, on leur peut leur donner des conseils. S'il y a besoin vraiment d'un vétérinaire en urgence, on va appeler le vétérinaire qui va se rendre à la clinique. Donc on fait un espèce de triage, et voilà. Donc j'ai un intérêt particulier pour la chirurgie, l'ophtalmologie et la médecine de refuge et dans le futur, dans 2, 3 ans, j'ai comme projet d'ouvrir ma propre clinique vétérinaire en France. Et moi, du coup, c'est Baptiste, je viens du sud de la France, de Toulon. J'ai fait une seule année de prépa BCPST et ensuite je suis directement parti faire les études vétérinaires en Roumanie, mais dans une autre ville, pas à Bucarest, mais à Cluj. Et ensuite, quand j'ai été diplômé après les 6 ans, j'ai décidé de faire une année un peu de renforcement. On appelle ça internat. Ça peut être public si c'est fait en école ou privé si c'est fait dans une clinique vétérinaire. Du coup, moi, j'ai opté pour un internat privé où je faisais pas mal d'urgences et l'autre partie du temps, je suivais des spécialistes dans les différents services pour me former à Bordeaux. Du coup, ça a duré 1 an et cette année m'a montré que j'aimais beaucoup les urgences, l'imagerie et la médecine interne. Bah, moi, pour ma part, du coup, j'ai fait BCPST à Metz. C'est pas une prépa qui est très réputée, donc j'ai su quand même assez rapidement que, il fallait que fallait que je trouve une autre solution pour être vétérinaire. Donc en fait, en parallèle de faire ma prépa, j'ai fait des recherches sur la Belgique, sur la Roumanie et en fait, c'est cette année-là où ils ont créé la section française à Bucarest. Donc j'ai postulé à Bucarest et même quand j'ai passé mes concours BCPST, je savais déjà dans ma tête que je voulais aller en Roumanie et que c'était là. Enfin, j'avais déjà visité, même pendant la période de préparation du concours, je suis partie en Roumanie visiter, je savais déjà que c'était là-bas que je voulais aller et je regrette vraiment pas. Du coup, en fait, les cours sont en français en Roumanie, mais on fait tous nos stages en France. On a pas mal de temps, libre pour revenir justement et on a fait énormément de stages en France. Donc, voilà, je sais pas pour toi? Alors moi, c'est un petit peu différent. Du coup, j'ai pas fait les 2 années de prépa, j'en ai fait qu'une seule, et j'étais pas, du tout au courant qu'il y avait l'option de la Roumanie pour entrer en école véto. C'est juste à la fin, quand je voyais que j'allais passer en deuxième année, j'ai dit à mes parents, que ça m'arrangeait pas forcément de refaire une année de prépa. Du coup, je me suis renseigné sur toutes les options qui existaient pour faire vétérinaire, en Europe. Il y avait l'Espagne, le Portugal, la Belgique avec leurs inconvénients, donc soit le prix, soit le fait qu'il y ait des tirages au sort, des choses comme ça. Et je suis tombé du coup en cherchant sur internet sur la Roumanie avec un cursus en français en 6 ans, à un prix, qui est quand même pas donné, mais qui était atteignable pour moi et pour ma famille. C'était 5 000 € par an sur 6 ans et sur dossier du coup, donc avec les notes, du bac, et aussi les stages et toute l'implication qu'on a pu, mener dans le milieu vétérinaire ou des animaux. Il fallait leur fournir des preuves comme quoi on avait fait des stages, donc on faisait partie d'associations et cetera. Et sur base de tout ça, du coup, je suis allé en Roumanie. Comment ça se passe là-bas, au niveau des cours? Donc, honnêtement, c'est quelque chose qui est faisable, qui est atteignable. Il y a des examens assez souvent quand même qui sont pas faciles non plus. Il faut pas croire que c'est parce que c'est un parcours qui n'est pas le parcours officiel que, c'est quelque chose qui est donné ou qu'on a notre diplôme. Il y a des rattrapages, il y a des profs qui vous crient dessus, il y a des difficultés, il y a des moments où on va arrêter, tout ça. Donc c'est pas facile pour autant, mais en travaillant sérieusement, en faisant ce que les profs nous disent et en ayant un groupe d'amis, en restant soudés et cetera, on s'en sort très bien. On fait les 6 ans et après les 6 ans, du coup, on peut revenir travailler en France ou en Europe. C'est un diplôme qui est européen
et voilà, donc au final, ça se passe plutôt bien. Donc y a-t-il une remise à niveau à faire pour exercer en France? Pas exactement. Non, il y a pas bah, non, pas du tout. Non, Il y a pas de remise à niveau. Tu dois t'inscrire à l'ordre en revenant en France, mais il y a pas d'autres concours à faire. Le diplôme que tu as, il est européen. mais il y a une petite chose à faire par contre, il faut aller en école vétérinaire pour passer une habilitation sanitaire pour pouvoir faire certains vaccins contre la rage et cetera, mais Mmh. c'est pas une remise à niveau en soi. Après, c'est quelque chose que les Français doivent faire aussi. Certains, ils vont directement, avec leur diplôme, ils ont pas besoin de le faire. C'est c'est nous qui devons le faire. Mais sinon, il y a pas, besoin de repasser un concours ou quoi que ce soit, le diplôme est équivalent. Comment est né Matou Picchu? Donc comme, Baptiste vous a expliqué, après l'école véto, lui, il a fait un internat et moi, j'étais en Australie, il m'a appelé pour prendre des nouvelles et donc je lui ai un peu raconté comment se passait l'Australie et lui, comment se passait l'internat et quels étaient mes projets futurs. Donc moi, en l'occurrence, j'avais prévu d'aller en Amérique, latine pour continuer de voyager et lui avait aussi envie, de voyager un petit peu, donc il était partant pour me suivre. Donc après moi, pendant mon année en Australie, donc j'ai voyagé aussi un peu en Asie, j'ai fait pas mal de missions vétérinaires et je me rappelle notamment d'un stage, à Bali où j'enchaînais un peu les activités touristiques et puis il y a un après-midi où j'en ai eu un peu marre et j'ai juste, été sur internet, j'ai tapé vétérinaire Bali, c'était à Ahmed en plus, donc c'est pas forcément une grande ville et en fait, il y a un vétérinaire qui m'a envoyé un message: «Je dois castrer des cochons cet après-midi à 14h, rejoins-moi à tel endroit» et ben, 2 heures plus tard, j'étais en train de castrer des cochons avec lui dans le jardin des Balinais donc en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Ah mais en fait, je peux voyager et puis donner un peu plus de sens à mon voyage, faire un peu plus, pour découvrir, et la médecine vétérinaire, dans les autres pays, comment, ils traitent les animaux, et voilà, donc donner plus de sens, en fait, de manière générale, au voyage que je faisais. Alors comment je faisais pour trouver mes stages véto à l'étranger en Australie? J'utilisais plusieurs méthodes. À l'époque, hein, je connaissais pas encore la carte d'Émilie. Au tout début, j'avais utilisé des organismes, comme World Wide Vet, mais c'était, extrêmement cher. On payait, plusieurs, milliers d'euros pour faire un stage. Et pas forcément en plus, quelque chose d'hyper intéressant tout le temps. Oui, bon après celui au Zimbabwe était incroyable, c'était avec les lions, c'était vraiment vétérinaire, mais après j'ai repris le même organisme pour aller au Pérou et c'était pas enfin j'avais pas l'impression d'aider là où j'étais, j'avais pas l'impression de faire un truc vraiment, pour la conservation et d'aider vraiment, j'avais l'impression que c'était plus touristique pour faire de l'argent. Donc au début, j'utilisais ça. Après, c'est là que j'ai commencé quand je prenais plutôt un billet d'avion pour aller quelque part et une fois que j'arrivais quelque part, j'allais sur internet, je mettais, vétérinaire et puis le nom de la ville où j'étais et puis j'envoyais plein de mails, plein de mails, plein de mails. J'avais beaucoup de refus ou enfin surtout beaucoup de gens qui répondent pas, mais parmi tous ces refus, il y avait quand même des personnes qui étaient super intéressées pour partager, pour découvrir. Parce qu'au final, c'est quand même un échange parce qu'on apprend comment ça se passe dans les pays et on peut échanger sur comment ça se passe en France. Donc c'était vraiment très intéressant de ce côté-là. Ouais, il y a pas une seule façon de faire. On voit qu'il y a d'autres façons de faire à l'étranger, qu'elles sont pas forcément moins bonnes que C'est celles ça. de chez nous. Ils font avec les moyens du bord. Ça dépend, après ça dépend de quel pays on parle bien sûr, Là, en mais l'occurrence ouais, pour, en Asie et tout, ouais et sinon aussi un petit peu les groupes Facebook ou les contacts, par exemple on a un groupe avec les étudiants vétérinaires où on se partageait pas mal de contacts. Mais ouais, effectivement, on n'avait pas la possibilité d'avoir la carte des Nini avant où il y a vraiment, une carte où tous les possibilités de stage sont regroupées donc ça je trouve que c'est vraiment, super, comme initiative. Pour revenir à Machu Picchu, suite à cette envie tous les 2 qu'on avait de voyager et donner un sens, à notre voyage, aider les animaux, agir pour la conservation, bah, on s'est dit: «Bah, voilà, on crée une association qui est, du coup, Machu Picchu», qui est composée de Baptiste et moi, du coup. Cette association, elle permet, de faire des missions en lien avec les animaux, donc là, en l'occurrence, c'est en Amérique latine. Au début, ça devait être en Amérique du Sud, mais au final, on est parti très vite vers le Mexique et donc que ce soit à travers des stages vétérinaires, des campagnes de stérilisation, des projets de conservation et le but, en fait, c'est aussi de partager nos découvertes avec notre communauté. On a choisi, comme canal principal Instagram, donc on va poster quotidiennement des stories, avec des informations de sensibilisation, des quiz, des vidéos. On va aussi interviewer, des personnes clés qu'on va rencontrer. Par exemple, là, tout récemment, on a interviewé, la créatrice d'un refuge pour chiens qui œuvre dans la stérilisation, près de Cancun. Donc voilà, des personnes clés, en général dans le domaine du bien-être animal, qui ont des projets intéressants et aussi on écrit, des articles scientifiques et vétérinaires pour, la communauté, française.
Et donc voilà, on a commencé notre toute première mission, en mars 2025 à Rio de Janeiro au Brésil. Je vais vous raconter un petit peu les débuts, quand on est arrivé au Brésil. Donc au Brésil, on y a passé, 3 mois. On a commencé par, Rio de Janeiro, dans une petite clinique généraliste pour chiens et chats pendant une semaine et ensuite on a continué avec, un stage dans une clinique un peu plus grande avec quelques spécialistes et enfin on s'est rendu à Sao Paulo on a eu la chance de visiter l'hôpital le plus moderne d'Amérique latine, donc c'est vraiment impressionnant, le matériel dont disposait cet hôpital, IRM, scanner. Il y avait même des studios à disposition pour les propriétaires qui veulent passer, la nuit à l'hôpital avec leur animal. On leur apporte le petit déjeuner, donc voilà, c'était vraiment le luxe de la médecine vétérinaire et au Brésil, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment pu observer différents types de structures, avec des moyens différents qui s'adressent à une clientèle différente. En France, c'est vrai qu'on a les petits cabinets et ensuite les grands centres hospitaliers, mais il n'y a pas une telle, différence au niveau du service qui est apporté aux animaux. En plus de ça, donc comme Charlotte l'a évoqué, on travaille aussi en collaboration avec VetoFocus. C'est une banque de données qui répertorie des articles vétérinaires en ligne. Pour l'instant, on a écrit 3 articles, dont un qui présente cet hôpital vétérinaire dont je vous parlais, qui est hyper moderne. On peut retrouver dans l'article toutes les données chiffrées. Et un autre article où on va recenser les différences de pratiques vétérinaires entre le Brésil et la France. Donc, ça passe par plein de chapitres différents. Les molécules utilisées sont différentes. Le marché de l'emploi est différent. Il faut savoir qu'en France, il y a une pénurie de vétérinaires. Là-bas, c'est l'inverse. Ils sont trop de vétérinaires et c'est très compliqué au niveau du marché de l'emploi. Et voilà, on parle aussi des perspectives d'évolution de carrière, etc. On a fini notre, voyage au Brésil en visitant le Pantanal. Donc je ne sais pas si, tout le monde connaît le Pantanal, mais, c'est du coup, la plus grande zone humide tropicale du monde, qui est située à cheval entre le Brésil, le Paraguay et la Bolivie. Là-bas, il y a un écosystème qui est unique, qui est vraiment très riche. On peut trouver la plus grande, densité de jaguars au monde. Donc malheureusement, on n'en a pas vu, hein. On a passé une journée à aller chercher, mais on n'a pas pu en voir et on a par contre pu voir des haras-hyacinthes, donc le plus grand perroquet du monde qui est endémique là-bas au Pantanal et qui a longtemps été, victime du trafic illégal. Il y a une population qui est fragile encore, mais qui est en hausse, donc c'est plutôt bon signe. Également, pendant notre, petite semaine là-bas, on a pu discuter avec un guide, qui déplorait, les conséquences du réchauffement climatique forcément sur la faune et la flore. À un moment donné, on se baladait dans un champ, il nous disait qu'il y a même pas 4-5 ans de là, il y avait une rivière à cet endroit-là, donc voilà, on a aussi pu prendre conscience de cet aspect-là. Effectivement, c'est la région du monde, il y a la plus grande diversité d'oiseaux. On se levait le matin, on Ouais. voyait énormément d'oiseaux, des haras hyacinthes, des haras chloroptères, plein de types de perroquets, d'autres oiseaux, des rapaces, c'était incroyable. Alors par contre, petit conseil, si des personnes, souhaitent aller dans le Pantanal, il faut absolument prendre des protections contre les moustiques. On ouvre la porte, 50 moustiques, nous sautent dessus. Il faut, voilà, des vêtements longs, noirs, du produit anti-moustique et vraiment, bien s'accrocher pendant le séjour là-bas. Donc voilà, faut être bien équipé. Donc après le Brésil, on est parti au Mexique. Donc on est resté 2 mois au Brésil et on est arrivé au Mexique, à Mexico City. On était 2 mois en immersion totale dans une clinique, de faune sauvage. Donc on vit au-dessus de la clinique, en fait. Donc la journée, on prenait des consultations et le soir, quand il y avait des urgences vétérinaires, la nuit, on se réveillait et on gérait les urgences avec le vétérinaire sur place. Donc on avait, pas mal de NAC, enfin ce qu'on considère comme des NAC en France, donc lapins, cochons d'Inde, des perroquets, des tortues, donc des choses un peu traditionnelles, on va dire. Et puis malheureusement, côté faune sauvage, c'était pas vraiment de la faune sauvage en liberté, c'était, des animaux peu conventionnels comme des singes capucins, on a vu des ratons laveurs, des hérissons, ce qui est illégal en France, des chouettes, des opossums. Donc en fait, malheureusement, au Mexique, il y a beaucoup de personnes qui détiennent des animaux illégalement, donc via le marché noir, via, la corruption. C'est surtout des narcotrafiquants, des personnes riches qui arrivent à se les procurer et en fait, ce qui est super triste, c'est qu'en ils déjà de 1, c'est pas des animaux qui sont faits pour vivre en captivité et en plus, ils connaissent pas du tout leurs besoins. Donc par exemple, nous, on a reçu, en consultation, une petite singe, capucine qui s'appelait Camilla. Elle était arrivée, donc ça faisait, quelques semaines que les propriétaires l'avaient. Ils la nourrissaient uniquement avec des bananes. Alors qu'un singe, ça ne mange pas que des bananes, bien sûr, ça a besoin d'une alimentation beaucoup plus variée et elle est arrivée chez nous en hypothermie, avec une anémie très marquée
marqué et d'innombrables carences. Alors qu'on l'a gardée chez nous en hospitalisation 4 jours, on s'est battu pour faire ce qu'on pouvait pour la sauver. Malheureusement, elle nous a quittés et ce qui est encore plus triste, c'est que c'est même pas le seul animal qui finit comme ça parce que, les propriétaires adoptent et pensent faire bien pour l'animal et en fait, ils ont aucune connaissance. Par exemple, au marché noir, quand ils en vendent, leur but, c'est d'en vendre le plus possible. Donc ils vont pas donner, tous les bons conseils, Possible aussi, oui, beaucoup trop. oui, oui, on a vu même, des cochons, qui étaient minuscules, qui étaient vendus comme des cochons nains. En fait, c'était juste des cochons qui étaient très, 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 très jeunes. Donc voilà, ça, c'était un peu le côté dure réalité du terrain. Ça nous a un peu refroidi. C'était pas facile à vivre. Donc dans ces moments-là, en fait, le vétérinaire sur place, il essaye de leur expliquer quand même, voilà, c'est des animaux sauvages, ça ne doit pas être des animaux de compagnie. S'ils arrivent à les convaincre, de les replacer, dans un sanctuaire, dans un centre de réhabilitation, ça marche rarement. Sinon, au minimum du minimum, en tant que vétérinaire, c'est leur donner les bonnes pratiques, de conditions pour, les entretenir, l'alimentation, ce qui concerne les reptiles, la lumière, tout ça. Donc faut tout leur réapprendre et donc voilà. Après, un peu plus sympa, on a visité un sanctuaire, de singes à Comal qui est très, très connu. Donc eux, justement, ils s'occupent de récupérer tous ces animaux, particulièrement les singes qui sont détenus illégalement et ils tentent, de les réhabiliter. Bon, c'est un processus qui prend des années, hein, pour, qu'ils soient réacceptés dans un groupe et puis relâchés dans la nature quand c'est possible. Ils font un travail énorme et en plus de ça, un travail sur, sensibiliser, les Mexicains pour leur expliquer: «Non, le singe, c'est pas un animal, qu'on peut avoir en captivité, c'est un animal qu'on peut observer dans la nature et qui doit rester dans la nature», et donc ils ont un gros, gros travail, sur ça, sur l'éducation et la sensibilisation, des Mexicains et puis de tout le monde, en fait, parce que c'est à Cumal, c'est pas très loin de Cancun, donc c'est un endroit qui est très, très touristique. Malgré ça, ils font des petits groupes de personnes pour vraiment, ils font une visite privée de 2 heures et ils font vraiment axer sur la conservation, il y a pas du tout de contact avec les animaux, c'est vraiment, axé sur, la sensibilisation et l'éducation. L'information. Pour finir, je vais vous parler de là où on est maintenant. Bah, actuellement, d'ailleurs, on a pris une pause pour, pour faire le petit podcast. On est au Belize, donc je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent, mais le Belize, c'est un tout petit pays qui est collé au Mexique, d'à peine 400 000 habitants. Et d'ailleurs, c'est le seul pays anglophone d'Amérique centrale. Donc là, j'en parle anglais, espagnol et un créole aussi. Et du coup, on est dans une clinique de faune sauvage, la Belize Wildlife and Referral Clinic. Ça fait quelques jours qu'on est là. C'est une clinique qui est spécialisée dans le soin aux animaux sauvages qui sont retrouvés blessés ou alors qui sont détenus illégalement, voilà, qui ne vont pas être chez des propriétaires privés. Ils sont récupérés ici et soignés ici. Donc, le but, c'est de leur offrir une seconde chance en les relâchant dans leur habitat naturel dès qu'ils sont soignés. L'équipe elle va intervenir sur le terrain, aussi à la clinique, et il y a une collaboration qui commence à se mettre en place. C'est un peu compliqué parce que les autorités locales ne veulent pas forcément trop s'impliquer dans ça, mais il commence à y avoir des liens qui se font avec les autorités locales pour collaborer autour de ça. Bon, il y a plusieurs espèces qu'on va retrouver ici un peu particulières, donc des coatis, des opossums, on a des tortues icati en ce moment ici, on a un singe hurleur, un iguane vert, un porc-épic et 2 renards gris. La plupart des patients, ils ont été attaqués par d'autres animaux, par des chiens généralement, ou alors après c'est la conséquence de l'action humaine, la détention illégale. Donc là, pour cette petite singe hurleur du Guatemala, elle a été attaquée par des chiens. Elle a une grosse plaie au niveau de l'épaule avec l'os qui ressort et qui est apparent. Ça fait 3 semaines qu'elle est ici et à peu près tous les 4-5 jours, du coup, on doit la sédater un petit peu pour changer son pansement, lui faire des soins, voir l'évolution de la plaie. Le processus va encore être très long avant qu'elle soit transférée vers un centre de réhabilitation exprès pour les singes, pour qu'elle se familiarise avec tout le processus voilà, social et qu'elle retrouve ses marques avant d'être relâchée dans la nature, on espère. Ensuite, un des nombreux projets que la clinique a ici, elle concerne la tortue icati. Donc, c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction, l'une des 25 les plus menacées du monde parce que, donc c'est une tortue qui vit normalement au Guatemala, ici au Belize, mais aussi au Mexique et au Honduras. Elle est victime d'une chasse intensive parce qu'ils mangent, sa viande et ses œufs. Donc la clinique, ils essayent de les soigner, de les relâcher, dans la nature, dès que possible et ils sont en étroite collaboration avec une association qui fait un énorme travail pour sensibiliser, les habitants comme ils peuvent, et leur expliquer que s'ils continuent comme ça à les chasser et à manger
ces tortues, bientôt, il y en aura très bientôt, il y en aura plus du tout. On en a d'ailleurs récupéré là 3 ce matin qui étaient, bon, elles étaient détenues comme animaux de compagnie. Donc, ce qu'ils font à la clinique en premier, c'est qu'ils essayent de les peser, ils font un examen clinique général, ils font une prise de sang, une radio et ils regardent, ils font une copro pour regarder s'il y a des Analyse, voilà, analyse de sel. une analyse des selles, voilà. Et si tout va bien, ils essayent de les regarder quand même quelques jours pour voir si elles se débrouillent bien, si elles arrivent à s'alimenter par elles-mêmes, si tout va bien. Et si c'est le cas, ils les relâchent dans un endroit, où elles sont normalement tranquilles. Pour la suite de Machu Picchu, comment ça va se passer? Donc on va continuer, à voyager vers le sud de l'Amérique, centrale. La prochaine étape, du coup, c'est le Guatemala et on va enchaîner avec Honduras, Salvador, Nicaragua. Le but, c'est de voyager le plus localement possible avec des bus pour limiter notre impact, écologique et rester proche du terrain. Et pour trouver nos futures missions, on va s'appuyer sur la carte d'Émilie, du coup. L'aventure en Amérique latine va continuer. Là, on est en train de chercher notre prochaine mission pour le Guatemala. C'est pour, la semaine prochaine, du coup, donc il faut qu'on se dépêche de trouver quelque chose et voilà. Est-ce que, on paye la clinique pour y travailler et comment on a trouvé cette expérience? La clinique nous paye. Non, elle dit: «Cette clinique, vous payez pour y travailler?» Ah, Ah non, oui, pardon, vous payez pour y travailler. Non, on paye là, la clinique Obésis, non, actuellement, on paye pas pour y travailler. On paye juste notre logement pas loin de la clinique et on les aide. Comment on a trouvé cette expérience? Si je me trompe pas, c'était sur un groupe, Facebook, pour faire des missions à l'étranger et ils cherchaient du monde parce qu'en juillet, ils ont énormément de sauvetage, donc ils ont besoin d'aide, pour les soins le matin. Après, l'après-midi, c'est plutôt des actes, des opérations, des missions, des réévaluations. des évaluations, ce genre de choses. C'est ça la question. Est-ce qu'on est payé pour y travailler? Alors non, Payé. Non, on n'est pas payé. C'est du c'est du volontariat. bénévolat. C'est le but de l'association, c'est de faire du bénévolat. Donc le but, c'est de pas payer pour faire des missions, mais pas être payé non plus. On apporte notre aide, à notre niveau. Il vous demande une preuve de certification de capacité d'administrer des soins à des animaux. Alors c'est une bonne question parce que nous, en fait, on a directement dit qu'on était vétérinaire. Oui, mais je pense qu'ils prennent des volontaires dans tous les cas parce qu'il y a deux vétérinaires assistants qui sont ici et qui, dans tous les cas, vous expliquent tout. Après, je pense que quelqu'un qui est pas vétérinaire va pas forcément faire des injections ou ce genre de choses, mais il y a toujours, plein La de trucs à supervision, faire, même ouais, nourrir, enfin, on fait aussi tout ce qui est pas véto, on nettoie les c'est enclos, ça. on aide, dans Bah, plein de tâches. typiquement, le matin, quand on arrive, on prépare, les rations, alimentaires pour chaque animal. Donc on découpe les fruits et cetera. On les réévalue, on nettoie les cages. Enfin, il y a plein d'actes qui ne sont pas vétérinaires, donc ils sont accessibles pour la majorité des personnes. Il faut juste faire attention, au niveau sécurité surtout, pas se faire mordre, ce genre de choses. Mais sinon, c'est des missions qui sont accessibles à tout le monde, quoi. Ah, il vous laisse faire des injections. Du coup, je me demande, en fait, si vous êtes considéré comme vétérinaire ou volontaire classique? Non, du coup, ici, on est plutôt considéré comme vétérinaire dans le sens où on va, oui, quand même faire des examens cliniques, on va faire, nous, les injections. Par exemple, hier, on a fait, le frottis d'un crocodile, on a fait nous-mêmes le comptage de globules blancs, il y a personne qui repasse derrière nous, ce genre de choses. Oui, par contre, la chose, c'est qu'on n'a pas une énorme expérience avec la faune sauvage, donc forcément, on est sous la supervision des vétérinaires qui sont ici, qui connaissent tout sur le fonctionnement de Oui, la on va pas etc. nous-mêmes, anesthésier un singe, Voilà, voilà, on n'a pas assez d'expérience en faune sauvage pour ça quand même. c'est ça. Et oui, ouais, c'est génial comme expérience. On espère en trouver d'autres. En plus, après on va aller au Costa Rica. Je sais qu'au Costa Rica, il y a une faune sauvage qui est exceptionnelle, donc on espère, pareil continuer à faire des expériences comme ça. Ça peut être incroyable. Puis on apprend énormément de choses Mmh. parce que, du coup, chaque endroit, même si on a déjà fait un petit peu de stage en faune sauvage, chaque endroit a des nouveaux animaux. Là, par exemple, la tortue écati, on connaissait pas du tout, Mmh. nous. Le singe hurleur du Guatemala, c'est la première fois qu'on travaille avec cette espèce-là, donc c'est super intéressant. Et vous avez bossé en centre de soins en France. Alors moi Moi, j'ai fait des stages, en zoo. J'ai fait un stage en zoo quand j'étais, étudiante vétérinaire et quand j'étais à Bucarest, j'ai aidé au centre de soins de faune sauvage, de Bucarest. et moi non, du coup, j'ai pas de grosse expérience sur le terrain en faune sauvage, en centre de soins en France. Pour moi, c'est un peu plus nouveau que pour Charlotte qui a déjà fait une mission avant. Le but de votre association est de ne faire que des stages. Combien de temps comptez-vous continuer ce projet? Alors, faire que des stages, bah, non, du coup, on fait pas que des stages, vu qu'on fait aussi des visites de
de centres de soins, de centres de réhabilitation, mais après, plupart de notre temps, oui, c'est vrai qu'on fait des stages. On Oui, du est coup, on a fait, par exemple, la visite, du centre de soins de singes. C'était vraiment on y a été 3 heures, on a fait une c'est ça. visite, privée, donc ça nous arrive de faire, des petites visites privées ou alors, par exemple, ça nous est arrivé de faire, une nuit, en structure d'urgence, pour aider, sur une nuit, par exemple, dans un centre vétérinaire. On fait aussi des campagnes de stérilisation, mais dans tous les cas, ça sur cette année, bah, combien de temps dure ce projet? Normalement, ça va durer plus ou moins 1 an et normalement sur toute cette année, on fera, que des missions de volontariat. Mmh. Mais il y aura pas de travail enfin, on va pas travailler, ce sera du volontariat seulement. Charlotte, tu veux ouvrir ta clinique vétérinaire. Ça ne t'embêterait pas de faire du chien ça ne t'embêtera pas de faire du chien-chat après toutes ces expériences avec la faune sauvage? Alors moi, j'aime beaucoup la médecine vétérinaire chien-chat. Après effectivement, j'adore la faune sauvage aussi et c'est pour ça que j'aimerais bien quand même, me spécialiser un petit peu dans les NAC et quand même au sein de ma clinique, faire un petit peu, bah, du coup pas de faune sauvage, en liberté, mais faire, tout ce qui est reptiles, oiseaux et puis du coup avec, continuer un peu à me former quand je peux, aller un petit peu à l'étranger et continuer à faire, ponctuellement des missions en faune sauvage ou par exemple s'il y a besoin, je sais pas, dans un sanctuaire d'aider un animal qui a un souci. Par exemple, je vais me spécialiser aussi en ophtalmologie, donc par exemple faire des interventions, sur des animaux sauvages, ça m'intéresserait énormément aussi. Oui, NAC, ça veut dire nouveaux animaux de compagnie, désolée, on n'a pas précisé. Et ensuite, quel est l'avantage d'avoir créé une structure associative? Est-ce que c'est pour récupérer des dons et payer nos voyages? Alors, là, non, pour l'instant, on récupère aucun don et on finance nous-mêmes nos voyages. Du coup, je sais pas si on a trop explicité cette partie, mais en plus de faire ce qu'on fait actuellement, on travaille tous les 2 pour une plateforme de régulation vétérinaire pour les urgences en ligne. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une rentrée d'argent pendant qu'on fait nos missions. On demande pas de dons, ce genre de choses. L'association, c'était pour avoir un cadre, en fait, un cadre officiel. Voilà, c'était pour avoir quelque chose d'officiel, qui soit encadré, mais en tout cas, c'était pas dans le but, d'avoir des dons. Enfin, on n'a jamais fait de demande de dons, ce genre de choses. Est-ce que c'est bien payé ce service de régulation? C'est pas payé autant que, par exemple, si on était en France en train de faire de la pratique générale et il y a aussi un petit peu l'inconvénient qu'on n'a pas nous, mais c'est des horaires de nuit en France. Du coup, nous, ça nous arrange un petit peu parce que c'est en fin d'après-midi, pour ce qu'on fait, c'est assez bien payé. Après on a des fois un petit peu de mal à s'y retrouver quand, au niveau de nos voyages, mais pour l'instant, ça nous permet de tenir jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. Vous pourriez à l'avenir faire un crowdfunding. Ça pourrait être une idée, oui, effectivement, c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé. C'est quoi la structure par laquelle vous faites ce travail? C'est une entreprise, en fait, qui propose ce genre de service à des cliniques vétérinaires en France. Je ne sais pas exactement combien on a actuellement, mais pas mal quand même, sur les DOM-TOM et en France. Comment s'appelle l'entreprise? Ça s'appelle Vetophonie Le et vétophonie, oui, en tant que client, les personnes ne connaissent pas forcément, mais c'est possible que si un jour vous appelez votre vétérinaire et qu'ils font appel à la vétophonie, bah, que vous pourriez, tomber sur nous, par exemple. c'est ça. C'est les cliniques vétérinaires, en fait, qui sont nos clientes et qui proposent ce service à leurs propres clients. Mais, on se présente jamais, venant de Vetophonie au téléphone, quoi. Vous savez qu'on est un vétérinaire régulateur et c'est tout. Du coup, voilà, si la nuit vous avez une urgence vétérinaire, il faut savoir la marche à suivre, c'est appeler votre vétérinaire traitant, écouter son répondeur et là vous allez, tomber sur le numéro que vous devez contacter pour avoir accès à une clinique vétérinaire d'urgence. Donc il ne faut pas écrire forcément vétérinaire urgence sur internet, avec le nom de votre département ou de votre région, sinon vous allez être envoyé, à l'autre bout. Il faut vraiment appeler le vétérinaire qui suit vos animaux d'habitude et c'est une loi en France, tous les vétérinaires doivent vous proposer une solution de continuité de soins. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez un dernier conseil pour ceux qui aimeraient devenir vétophone sauvage? Ben, je pense qu'il y a pas de miracle, il faut faire énormément de stages. Rien que maintenant, Dès le enfin début. dès le début, rien que n'importe où vous vous trouvez, essayez de vous renseigner s'il y a des centres de soins de faune sauvage auprès de chez vous, faire un maximum de stages. C'est sur le terrain qu'on apprend le plus et puis également essayer de le lire des livres de faune sauvage, se renseigner, parce que déjà avant d'être vétérinaire faune sauvage, il faut connaître plein d'animaux, plein d'espèces, donc être super curieux, sur, le nom des espèces, où est-ce qu'elles vivent, leur alimentation. Parce qu'au final, il y a une grande partie de faune sauvage, c'est connaître déjà l'animal, comment il vit et après la médecine, ça vient après. C'est ça et sinon le conseil, enfin l'idéal, c'est de trouver un vétérinaire, qui est un peu en fin de carrière, on va dire, qui a déjà beaucoup d'expérience et qui a le temps,
enseigner des choses pratiques sur le terrain, comme un peu ce qu'on a vécu à Mexico. C'était un vétérinaire qui avait une soixantaine d'années, qui est habitué à recevoir des stagiaires, ce genre de choses, et qui avait vraiment le temps de nous enseigner. Voilà, c'est pas quelqu'un qui était dans le rush et qui devait aller vite. Et trouver un mentor, je pense que c'est le point de départ aussi. Voilà et je pense que ça fonctionne aussi même sans vouloir être faune sauvage, mais vouloir travailler avec la faune sauvage, de manière générale. C'est se renseigner, être toujours curieux, essayer d'agir, à votre échelle, là où vous trouvez les centres de faune sauvage, où est-ce que vous pouvez en trouver, voilà, toutes sortes de choses et puis aller sur la carte des Mini pour pour voyager et trouver des stages. C'est vraiment l'expérience qui prime dans ce genre de secteur. Bah, merci à tout le monde de nous avoir, écoutés. Donc vous pouvez retrouver, notre, réseau social principal qui est Instagram, où on poste, le plus fréquemment possible du contenu, que ce soit en story ou en contenu sur notre feed. Voilà, vous êtes les bienvenus à nous suivre pour suivre nos aventures. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.